Au cours des dernières années, les théories du complot se sont répandues à toute vitesse, profitant des possibilités infinies d'un monde hyper connecté. Parmi ces théories, l'une d'elles gagne de plus en plus d'adeptes. Une qui est de plus en plus souvent mentionnée même dans les médias traditionnels, qui cessent de la considérer comme une sottise et la présentent avec une certaine suspicion. Ce qui, il y a quelques années, aurait pu nous sembler une simple et stupide exagération, est aujourd'hui sujet de débat dans de nombreux forums. Qui ne se lasse pas d'amalgamer des indices pour tenter de faire un peu de lumière sur une trame qui ne cesse de se complexifier et devient de plus en plus sinistre à mesure que le temps passe? Au centre de tout, un mot qui, de par son propre poids, semble tout définir, mais qui reste un complet mystère pour la majorité. Illuminatis, Beyoncé gagne de nombreux prix Illuminati. P. Diddy fait des fêtes chez lui avec la présence de mineurs. Rituel Illuminati, l'assassinat de Kennedy, l'arrivée de l'homme sur la Lune, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Illuminatis, Illuminatis, et encore plus d'Illuminatis. Là où il y a des sphères de pouvoir élevées, cachant des informations ou tramant quelque chose, les Illuminati semblent être présents. Politiciens, idoles de la pop, stars consacrées, toute personne qui a une large portée auprès des masses a été accusée au moins une fois d'occuper un rang au sein de cette prétendue organisation secrète qui orchestre l'avenir du monde depuis des centaines d'années. Mais ne nous précipitons pas. Nouvel ordre mondial, pacte avec des êtres de l'au-delà. Quelle est l'histoire réelle derrière ce groupement? Comment s'est-il formé? Comment a-t-il réussi à s'infiltrer dans la culture populaire et à s'introduire dans l'univers pop? Et avoir percé si profondément? Quelle était sa relation avec les autres loges? Et plus importante encore, sont-elles toujours en fonctionnement? Que font-ils lors de leurs réunions? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous allons découvrir aujourd'hui le côté obscur des Illuminatis. Comme toujours, il suffit de la présence d'un sujet suffisamment curieux pour que le cours de l'histoire change radicalement. Dans ce cas, le sujet que nous voulons connaître. Il est né le 6 février 1748 dans l'électorat de Bavière et s'appelait Adam Weishaupt. Mettez un peu de contexte, le monde traversait pas mal de conflits à cette époque. Il faut se rappeler qu'en 1699 avait commencé une guerre entre la Russie, la Suède et le Danemark qui avait duré presque 15 ans. En même temps, les puissances occidentales, comme l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie, la France et l'Espagne, menaient la célèbre guerre de succession pour la couronne d'Espagne. Était-elle attentive à cette bataille? L'Écosse s'était unie à l'Angleterre, les deux étant depuis appelées la Grande-Bretagne. Pour sa part, Frédéric II de Prusse avait été en guerre avec l'Autriche, l'Angleterre et la France depuis 1741. Et qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'il y avait du sang versé, que la formation géopolitique du monde était en pleine ébullition et qu'on pouvait sentir dans l'air les vents du changement. Les intellectuels savaient que les idées pouvaient créer de nouvelles façons de comprendre les sociétés. Et il avait déjà été démontré qu'un petit coup bien placé suffisait pour qu'une simple pierre se transforme en une avalanche, capable de renverser complètement toute la structure connue. Ils étaient fondamentalement peu nombreux, convulsif, et un tout jeune Adam, âgé de seulement 5 ans, a dû faire face à quelque chose d'encore plus mobilisateur, la mort de son géniteur. Se passerait-il alors quelque chose qui changerait sa vie et qui aurait des conséquences significatives qui perdureraient jusqu'à nos jours? À la dérive et sans personne pour l'élever, le petit finit sous la tutelle de son parrain. Un homme qui était professeur de droit et partisan du mouvement connu sous le nom de Lumière. Il croyait que le pouvoir gouvernemental devait résider dans le peuple et non dans la monarchie absolue. Il prônait donc la liberté politique et la séparation des pouvoirs. Les Lumières croyaient essentiellement que l'usage de la raison pouvait aider à combattre l'ignorance et la superstition, très établies également à cette époque. C'est sous ces préceptes qu'Adam a grandi, qui a vite pu remarquer que ses idées dérangeaient ses enseignants. Des enseignants qui, dans la plupart des cas, étaient des jésuites, qui placèrent la foi et la religion au centre de toute vision du monde, malgré les nombreux problèmes causés par sa position. À seulement 20 ans, le jeune homme a obtenu un doctorat en droit, suivant les pas de son père et de son parrain admiré. Quelques années plus tard, il était professeur d'université. Bien que les controverses constantes suscitées par ses idéaux l'aient placé sur plus d'une liste noire, Adam continuait à se vanter d'une intelligence qui lui ouvrait des portes et le rapprochait de plus en plus des gens puissants.
Même lorsqu'en 1773, le pape Clément XIV a aboli les privilèges de la Compagnie de Jésus, il a commencé à occuper des postes qui jusqu'à ce moment n'étaient appropriés que pour les jésuites déjà mentionnés. Durant ces années effervescentes, il adopta aussi la philosophie empirique et s'enthousiasma pour l'avenir. Dès ses après-midi d'étudiant, il avait réussi à échapper à la censure de ses professeurs, en s'organisant avec d'autres garçons qui pensaient comme lui. Comment avait-il fait ? Simple, en créant des groupes secrets dans lesquels il partageait des auteurs et des livres critiques du modèle ecclésiastique. Cette méthode l'avait sauvé de devenir un solitaire et déjà adulte. Adam s'est demandé pourquoi ne pas continuer sur cette voie. La pensée qui lui tournait tant la tête s'est enfin calmée lorsqu'il a vérifié qu'il n'était plus entièrement sous le joug des jésuites. Les nouveaux jeunes se consacraient à des groupes qui souhaitaient explorer des choses comme l'alchimie. Cela l'a désespéré et il écrirait dans ses journaux que cela le tourmentait. Réfléchir à la façon dont les esprits les plus préparés finissaient par adhérer à des idées peu utiles pour vraiment changer la société dans laquelle il vivait. C'est ainsi que le 1er mai 1776, Adam a décidé d'utiliser son influence en tant que professeur et a adopté le nom de frère Spartacus. Et il s'est lancé dans la création d'un autre ordre secret. Loin était-il d'imaginer l'impact qu'il aurait. Il y a toujours eu des doutes sur l'objectif de l'ordre. Après tout, c'était secret et beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur durant les premières années ne seront jamais connues. Les quelques fuites que nous avons pu obtenir décrivent les Illuminati comme un groupe cherchant à promouvoir les doctrines de l'égalité et de la liberté tout en combattant la religion, au nom du rationalisme. D'autres suggèrent que, en réalité, il s'agissait toujours de personnes cultivées, ayant un certain degré d'influence, qui cherchaient à satisfaire leur désir de se sentir importantes. Ces détracteurs soulignent même que la gestion interne de l'ordre était loin d'être démocratique ou égalitaire malgré ce qu'ils prétendaient. Les Illuminati avaient-ils réellement une certaine pertinence ou étaient-ils une association de peu d'importance ? Ce qui est clair, c'est qu'au moment de choisir un symbole qui les représenterait, Adam et les siens avaient choisi la chouette d'Athènes, déesse de la sagesse, des arts et des techniques de la guerre. Le hibou est une espèce d'oiseau de proie très similaire à la chouette qui a été utilisée comme représentation de la philosophie. Plus tard, un autre de ces symboles représentatifs serait l'œil de la Providence, mais nous en parlerons dans quelques minutes. Selon ce qu'Adam raconterait lui-même, la société qu'il avait formée a rapidement muté en un réseau d'espions, dont la mission était, avant tout, de collecter des informations. On croyait que les Illuminati comprenaient des membres de divers milieux sociaux. Chaque personne apportait ses précieuses observations au sein de l'ordre. Et ainsi, le groupe a commencé à concentrer de l'importance grâce à sa position privilégiée dans la chaîne des événements. Ceux qui étaient dans les Illuminati pouvaient accéder en première main à des informations que les autres n'avaient pas, ce qui était toujours un facteur positif, que ce soit pour gagner de l'argent ou des faveurs. Il n'a pas fallu longtemps pour que la structure interne se transforme en sous-groupe et que les rangs se manifestent, générant une articulation plus large, et en refusant aux initiés d'avoir accès, du moins au début, aux documents les plus précieux. De plus en plus méfiants de leurs actions, les Illuminati ont connu un petit essor. Surtout quand, après avoir gagné confiance en lui-même, Adam a décidé d'enquêter sur la façon dont d'autres organisations secrètes étaient gérées. Pour cette fin, en 1777, il a pénétré dans une loge maçonnique de Munich. Là, il a rapidement réussi à attirer l'attention des maçons de rang supérieur. Fidèle à son esprit, il a suggéré des réformes. En les lisant, tout le monde s'est accordé pour dire que le sujet était très intelligent, mais également certainement arrogant, donc il n'a pas été très bien accepté à long terme. Cependant, cette expérience lui a permis de recruter des membres pour les Illuminati, un élément essentiel pour lui. Ils avaient de plus en plus de règles sur ce qu'il fallait lire et quelles conclusions ils pouvaient ou ne pouvaient pas tirer de ces textes. Ainsi, le principe de base des Lumières, qui leur avait servi de pierre fondatrice, était conceptuellement contredit. À quoi bon être libéré de la pression de la religion si maintenant il devait se soumettre au contrôle d'autres hommes qui se cachaient dans l'ombre ? Adam a alors compris que s'il voulait que son ordre reste en place, il devait faire quelques modifications. S'élevant dans le pouvoir. Pour éviter le malaise qui commençait à se murmurer au sein du groupe, son fondateur a décidé de suivre les conseils d'un ancien élève à lui. Profitant de l'apogée de sa popularité, il a perfectionné la logistique interne. Ainsi, pour 1778, Adam a proposé comme nouveau nom « Bien en ordre » ou l'ordre des abeilles. Car il imaginait que les affiliés devaient recueillir le nectar de la sagesse dirigé par une reine abeille.
Avec le temps, il a opté pour Bund der Illuminaten, c'est-à-dire l'union des illuminés, et est finalement revenu à un slogan plus proche de l'original, en choisissant Illuminaten Orden, c'est-à-dire l'ordre des illuminés. Cette réorganisation a été accompagnée d'une structure plus ritualiste, pour laquelle Adam a bénéficié de l'aide inestimable de l'aristocrate de Saxe inférieure, Adolf von Nietzsche. Pour 1782, Adolphe avait ajouté aux idées d'Adam toute une organisation qui a attiré l'attention de nombreux nouveaux adeptes, surtout ceux qui venaient d'autres organisations secrètes, comme nous l'avons déjà dit. Bien que les Illuminati aient adopté des aspects maçonniques, il est également vrai qu'ils n'appartenaient ni à la même ordre, ni coopéraient avec des organisations maçonniques nationales telles que la Grande Loge ou le Grand Orient. Contrairement à d'autres sociétés, les Illuminati avaient un programme politique explicite, alors que parmi les francs-maçons, par exemple, les disputes religieuses, confessionnelles ou politiques sont indésirables. Pour beaucoup, ces différences étaient rafraîchissantes et promettaient de nouvelles opportunités. Ces années ont été fondamentales pour que l'ordre des Illuminati ne se développe pas seulement de manière considérable, mais réussisse également à infiltrer d'autres loges. Mais bien sûr, tout comme ils étendèrent leurs tentacules, d'autres qui ne les regardèrent pas d'un très bon œil ont également commencé à les enquêter, s'infiltrant parmi leurs rangs pour essayer de discerner ce que les Illuminati avaient pour séduire tout le monde. Soudainement, avec des infiltrations sur tous les fronts, une inattendue bataille des loges commençait à se former. Karl Gottalf était né le 11 septembre 1722. Il provenait de l'ancienne noblesse de Silésie et possédait des propriétés importantes en Lusatie. Et nous sommes intéressés par lui car il était le fondateur et chef de la Stricte Observance, l'organisation maçonnique de haut niveau la plus grande et la plus importante du continent européen. Au XVIIIe siècle, selon Carr, l'observance stricte répétait inlassablement qu'elle était la successeur directe de la mythique Ordre du Temple, prétendument dissoute en 1312. Avec une telle lettre de présentation, il n'est pas étonnant que Carr a réussi à devenir une sorte d'aimant irrésistible. Pour tous ceux qui avaient envie de faire partie d'une association qui promettait de grandes révélations ou au moins de les sortir de leur torpeur. Comme si cela ne suffisait pas, Card assurait à quiconque voulait l'écouter qu'il gardait le contact avec des supérieurs inconnus. Il affirmait que ces supérieurs lui révélaient des secrets et lui donnaient des directives à suivre. Ceux qui croyaient en ces paroles étaient consternés et pleins d'espoir. Pouvait-il se faire que d'anciens Templiers apparaissent devant eux tôt ou tard pour leur révéler tous les secrets de l'humanité ? L'esprit positif et patient de tous les disciples de Carne s'est effondré lorsque Carne lui-même est mort et que rien ne s'est passé. Nous étions en 1776 et il n'y a eu aucun supérieur inconnu pour venir leur dire quelle voie suivre. À ce moment-là, même ceux qui avaient le plus défendu l'homme ont décidé de rejoindre les rangs de ceux qui le traitaient comme un simple escroc. Profitant de ce discrédit, c'est alors qu'Adam et son grand allié Adolphe ont commencé à se construire une grande réputation. Pour 1782, ils ont participé à plusieurs réunions d'intellectuels, et ils ont clairement indiqué que leur ordre, loin d'être une fantaisie sans sens, entretenait un lien plus intéressant avec la réalité. La plupart des présents ont acquiescé en entendant ces mots, et un murmure a tout rempli. Oui, il était temps d'abandonner le système templier. Les Rose-Croix ont tenté d'apaiser l'atmosphère tendue avec un pansement d'eau froide. En vain. On dit même que des représentants principaux de la stricte observance ont changé de camp, démontrant à quel point une organisation devenait obsolète par rapport à l'autre. Ainsi, les Illuminati sont devenus le nouveau phare. Adam avait entre ses mains une possibilité unique, mais il a dû admettre que franchir la prochaine étape ne semblait pas du tout facile. Comment concilier maintenant les intérêts de tous ceux qui avaient rejoint ses rangs ? Comment instaurer un nouvel ordre, où les intellectuels auraient plus de poids et pourraient construire un monde où la raison prévalait? En tentant de répondre à ces questions épineuses, quelques frictions internes sont apparues sans surprise. Des aspérités loin d'être mineures, qui plus tôt que tard ont mis en péril la continuité de l'ordre. Adolphe croyait qu'il avait aidé Adam plus que ce qu'Adam était capable d'assumer. C'est pourquoi, lorsque l'autre a commencé à l'ignorer, la tension entre eux s'est accrue. Adolphe a alors écrit une lettre enflammée dans laquelle il a mentionné à Adam qu'il ne devait pas oublier son rôle important. Sinon, beaucoup des secrets des Illuminati, comme leur nom, pourraient être dénoncés. Aux Jésuites ou aux Rose-Croix qui étaient toujours impatients de se venger. Adam, loin de se laisser extorquer, a vu dans cet acte une preuve définitive de la manière dont Adolphe avait perdu son chemin.
De plus, il l'a accusé d'être très peu judicieux et s'est demandé si c'était vraiment bénéfique d'intégrer autant de membres divers à son groupe. Plus précisément, n'était-il pas un peu dangereux d'avoir parmi ses adeptes des personnes qui défendaient le modèle absolutiste ou qui avaient fait partie des francs-maçons? Comment savait-il qu'il ne recrutait pas d'espions? Adolphe s'est moqué de la paranoïa d'Adam. Bien que plus tard, il serait prouvé que pendant ces années-là, les Illuminati avaient admis des personnes dont la seule mission était de raconter ce qui se passait dans leurs entrailles. L'un des cas les plus retentissants est celui de Goethe, l'auteur prestigieux de Faust, qui était là pour enquêter sur l'ordre récent et populaire. Avec un climat qui annonçait un chaos imminent, Adam et Adolphe décidèrent de régler leurs différences hors du cercle privé. Et en 1784, les Illuminati ont tenu un congrès où il a été décidé qu'il était nécessaire de construire une nouvelle cour supérieure. Cependant, il est devenu clair lors du même congrès qu'Adam continuerait de jouer un rôle crucial dans la prise de décision, ce que la majorité ne trouvait pas dérangeant. Cela a été un dur coup pour Adolphe. D'une certaine manière, tout le monde était en faveur d'Adam, ce qui le mettait clairement en désavantage. Au lieu de continuer avec ses extorsions, il a compris qu'il avait été vaincu en toute légalité. Il a accepté le silence et la discrétion, il a remis tous ses papiers en tant que membre de l'ordre, et en juillet de cette année-là, il a quitté les Illuminatis. Adam a remercié tout le monde pour leur soutien et a confié la direction de l'ordre à Johann Martin, un comte décoré. Il semblait que le terrain se préparait pour de nouvelles ères dorées, mais il y avait un problème. Tous ces conflits avaient fait que les autorités s'étaient concentrées sur toutes ces loges qui étaient apparues. La rumeur qui a commencé à circuler parmi les civils étrangers à ces choses était que des hommes puissants s'organisaient dans l'ombre pour essayer de changer le cours de l'histoire, ignorant le bien-être de la majorité. On disait, sans preuves apparentes, que les Illuminati et les ordres secrets en général, loin d'être seulement des espaces de débat, étaient des abris pour des plans incluant des meurtres et des attentats. On disait que, dans leur noyau, les organisations secrètes souhaitaient arracher le pouvoir à ceux qui l'avaient pour construire un nouveau pouvoir. Loin des croyances dominantes, rendant un culte à des dieux déjà disparus et sacrifiant des vies humaines dans des rituels déchirants. Avec toutes ces histoires alimentées par les médias du moment, le prince élu de Bavière a trouvé l'excuse opportune pour interdire toutes les communautés, sociétés et fraternités fondées sans son approbation. Cela a été la première étape pour lancer une persécution ardue. Dissolution. Le 2 mars 1785, tout celui qui avait accumulé quelques rancœurs envers les organisations secrètes a trouvé une cause à laquelle se joindre. Ce jour-là, les Illuminati et les francs-maçons ont été catalogués comme des traîtres et des ennemis. Même le nom de beaucoup d'entre eux a été publié et il y a eu des raids domiciliaires qui ont eu un large écho. Le pouvoir en place ne manquait aucune occasion de parler de combien les méthodes de ces ordres semblaient radicales, qu'ils ont diabolisées en toute impunité et sans preuve tout à fait éclatantes. Le pape de l'époque s'est exprimé à ce sujet, clarifiant que quiconque faisait partie d'un ordre dénigrait la foi catholique. Agitateurs, anarchistes, adeptes de Satan désirant semer le mal, corsaires, pirates, sorciers sans pitié. Toute description semblait destinée à approfondir encore et encore la fosse dans laquelle ils avaient jeté les sociétés secrètes. Chacune de ces descriptions a également commencé à déformer la réalité de ces organisations qui n'ont pas eu la chance de se défendre en public. Adam a réussi à garder son statut de fondateur secret pendant quelques mois. Cependant, lorsqu'on a voulu le forcer à accepter sa foi catholique, il n'a pas pu renoncer à ses idéaux. Et il a préféré fuir, confirmant les soupçons qui étaient déjà tombés sur lui. On croit. Dans ces années, Adam a reçu l'aide du duc Ernest II de Saxe-Altenbourg et a vécu à Gotha, écrivant une série d'œuvres sur les Lumières. Il y a bien sûr eu des foyers de résistance, mais on croit que les mouvements anti-Illuminati étaient si ardents que toute tentative de survie a été impitoyablement écrasée. On a dit fièrement que la désarticulation de l'ordre avait été complète, au cas où, en 1787, on a assuré que quiconque ferait partie d'un ordre secret ou voudrait recruter des personnes pourrait être condamné à mort. À 81 ans, Adam mourut. Avec lui mourut probablement l'histoire des Illuminati. L'étape semblait fermée, mais dans les cercles d'autorité, des rumeurs persistaient. C'étaient des rumeurs qui ne cessèrent de se reproduire.
Il disait que malgré tous les efforts déployés, les Illuminati avaient réussi à se retrouver. Il disait qu'ils continuaient à opérer dans l'ombre. Il disait aussi qu'ils étaient non seulement toujours vivants, ils étaient forts, plus forts que jamais. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. La paranoïa commence. Il y a ceux qui soutiennent qu'après tout ce qui a été raconté, les Illuminati ont décidé de redoubler leur clandestinité et d'avoir une position beaucoup plus active. Oui, en voulant les combattre, ils les avaient rendus plus dangereux. En 1791, un curé français nommé Jacques-François Lefranc a publié un livre populaire dans lequel il assurait que la Révolution française avait été planifiée et financée par des sociétés secrètes que l'on croyait obsolètes. Deux autres auteurs, l'ancien jésuite français Augustin Barwell et l'érudit écossais John Robinson, ont mené une grande campagne pour promouvoir le contenu de ce livre. Les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que tous ces efforts visent à minimiser les véritables culpabilités de la Révolution et à couvrir les mauvaises performances des figures de pouvoir de l'époque. Après tout, il était plus simple de dire que la Révolution était l'œuvre de personnes opposées au système, au lieu d'analyser comment le pouvoir avait échoué à susciter le mécontentement social. En 1799, le ministre d'État bavarois en fonction a insisté sur la nécessité d'interdire les organisations secrètes. Peu de gens savaient alors qu'il était devenu Illuminati. Et on pense que sa grande campagne de dénigrement a été conçue pour pointer vers l'extérieur et cacher un passé qui aurait pu l'amener à affronter de graves conséquences. Pour connaître l'étendue de la légende sur l'influence des Illuminati dans le monde, il suffit de savoir que George Washington, le premier président des États-Unis, a écrit une lettre assurant qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour se débarrasser de la présence des Illuminati dans son pays. Des années plus tard, le troisième président du pays, Thomas Jefferson, a été faussement accusé d'appartenir à l'organisation. Cela a ensuite engendré de nouvelles idées où la paranoïa semblait sans limite. Ainsi, la possibilité que les Illuminatis soient maintenant en relation directe avec les acteurs politiques les plus en vue a été établie. Mais alors, cherchait-il à favoriser le statu quo ou à le faire disparaître pour de bon ? La réponse semblait insaisissable et devenait encore plus confuse lorsque William Guy Carr, un fondamentaliste chrétien et auteur de théories du complot et antimaçonnique, a fait une révélation controversée dans l'un de ses livres, en 1955. Dans celui-ci, il a publié de prétendues lettres envoyées entre un militaire confédéré et un franc-maçon qui avait également été lié aux Illuminati. Ces lettres auraient été envoyées entre 1870 et 1872. Selon l'écrivain, elles étaient conservées par la bibliothèque du musée britannique. Ces missives parlaient de comment les Illuminati avaient un futur déjà écrit pour le monde, un futur qu'ils avaient préparé, créant des guerres mondiales et en préparant une troisième dans le but d'établir une nouvelle structure dominante. Le musée britannique a toujours nié l'existence de ces lettres, mais la graine était plantée. Qui disait la vérité ? L'homme qui porterait le coup final serait un écrivain assez particulier, un écrivain lié à la magie du chaos et au magazine Playboy. L'un des facteurs qui a augmenté la présence mythique des Illuminati a eu lieu dans les années 60, quand un livre appelé Principia a été publié. Discordia, qui établissait un système de croyances connu sous le nom de discordianisme, et qui, en partie, promouvait la subversion de l'ordre social et la désobéissance civile. Même si c'était une sorte de parodie, ces pages ont stimulé beaucoup de gens. Le fait qu'à cette époque, il a commencé à se révéler que des institutions comme la CIA admettaient la présence de programmes secrets a aidé à ce que l'imagination s'envole sans limite et que la méfiance devienne monnaie courante. L'un des adeptes du discordianisme était l'écrivain Robert Anton Wilson. Wilson était un écrivain de la contre-culture, lié à des courants mystiques qui croyaient en l'art comme outil de provocation. Sous cette prémisse, en 1967, lorsqu'il travaillait pour Playboy, lui et un collègue ont commencé à envoyer de fausses lettres de lecteurs parlant de cette organisation secrète d'élite appelée Illuminati. Ils ont ensuite envoyé plus de lettres pour contredire celles qu'ils venaient d'écrire. Le plan était de diffuser la désinformation à travers tous les portails pour générer le chaos. Ils ont ensuite édité la trilogie Illuminatus, qui a créé des liens entre les Illuminatis et des événements tels que la mort de John Fitzgerald Kennedy. Les livres ont été un succès, ils ont été adaptés en une pièce de théâtre à Liverpool et ont été repris par certains magazines qui n'ont jamais précisé qu'ils étaient de fiction.
Tout est allé si loin que l'univers Illuminati finirait par être lié au hip-hop par la main du légendaire Prodigy, qui dans l'une de ses chansons écrirait « Les Illuminati veulent mon esprit, mon âme et mon corps ». Le contenu de cette trilogie a également servi d'inspiration pour des œuvres comme le Da Vinci Code et Anges et démons de Dan Brown qui ont été un succès retentissant au box-office. Et ont ravivé la passion pour les théories qui parlent de groupes ancestraux qui, étant au-dessus de tous, nous manipulent comme des marionnettes. Le but de ces groupes de nos jours dépend de la personne à qui vous posez la question. Certains disent que les Illuminati cherchent à exercer un contrôle subliminal sur la population. Ceux qui adhèrent à cela affirment que des personnalités importantes comme Beyoncé, Jay-Z, George Bush, Hillary Clinton, Kanye West, Lady Gaga ou Miley Cyrus seraient effectivement des Illuminati. Qu'ils nous lavent le cerveau sans que nous en soyons conscients. Ces idées se sont répandues en constatant que beaucoup de ces artistes utilisent une iconographie plus que suggestive. Comme mentionné précédemment, l'un des symboles les plus représentatifs de cette controversée congrégation secrète est la pyramide avec l'œil de la Providence, qui n'est pas exclusive aux Illuminati. Mais de la même manière, il est vrai qu'il est impossible de l'utiliser sans qu'un lien direct ne soit créé entre l'une chose et l'autre. Depuis ses premières années, Jay-Z, par exemple, était très enclin à utiliser ce type d'iconographie dans ses spectacles, dans ses arts de scène et même lorsqu'il posait devant une caméra. Il était si courant de le voir faire un triangle avec ses mains que de nombreux journalistes l'ont interrogé à ce sujet. Jay-Z a toujours répondu avec un sourire que ce qu'il faisait avec ses doigts était le symbole d'un diamant, comme une sorte de manifestation de son désir de vendre beaucoup d'albums. Cette réponse a apaisé temporairement les esprits, mais les théories selon lesquelles il dissimulait quelque chose ont ressurgi. Plus précisément, quand, en 2018, Jay-Z a déposé des documents légaux pour obtenir les droits exclusifs sur le symbole iconique. Quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? D'autres disent que les Illuminatis effectueraient des rituels extravagants dans lesquels ils utiliseraient des enfants et des innocents pour assurer leur immortalité. Grâce au contact avec les forces de l'au-delà, ces sociétés secrètes bénéficieraient également à leurs élus, leur donnant des fortunes et éliminant leurs concurrents les plus directs. Mais alors, veulent-ils jouer avec notre esprit ou nous utiliser comme une ferme dont ils se nourriraient? Les Illuminati, initialement un groupe d'intellectuels de seconde zone, seraient aujourd'hui les maîtres de la réalité, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit ce qu'on croit ou ce qu'on veut croire, ce qui est vrai ou faux, dans toute cette histoire, une fois de plus, c'est entre vos mains. Donc, si quelqu'un s'approche de vous et vous pose des questions, nous ne nous sommes jamais rencontrés.